Je vous présente Hélène Melleriou, pédiatre, docteur en santé publique au CHU Robert Debré, et Agnès Dumas, sociologue, chercheuse dans l'équipe PCR, Murmure, Vous avez la parole. Merci beaucoup. Agnès et moi, on est très heureuse de vous présenter aujourd'hui les premiers résultats de cette recherche. Cette recherche qui porte sur la délicate question de la transition des soins de la pédiatrie au service d'adultes chez les adolescents malades chroniques. Il faut savoir qu'en France, on compte environ 3 millions d'enfants et d'adolescents malades chroniques, dont 400 000 sont pris en charge par la sécurité sociale à 100%, c'est-à-dire en affection de longue durée, donc des pathologies potentiellement sévères. Quand on arrive à l'adolescence et qu'on est un jeune malade chronique, on vit une double transition. Il y a la transition de l'enfance à l'âge adulte et la transition des soins de pédiatrie au service d'adultes. Et on voit là qu'il ne s'agit pas d'un simple transfert d'un service à un autre service, mais vraiment d'une transition de vie très globale. Et pour faciliter cette transition, pour l'accompagner et éviter le surrisque de dégradation de l'état de santé et de surmortalité qui est décrit dans beaucoup de pathologies, il y a des recommandations qui ont été émises un peu partout dans le monde pour préparer cette transition précocement en début d'adolescence, c'est-à-dire à partir du moment où le jeune est capable de se projeter dans l'avenir, en interdisciplinarité, en impliquant et le jeune et ses parents dans une démarche d'empowerment, d'empouvoirment comme on disait, et autour d'objectifs personnalisés. Et c'est là qu'il est préconisé de faire des consultations dédiées avec l'utilisation de questionnaires d'aptitude à la transition si possible. De là est né le projet Advenir, en fait, qui a fait rejoindre dans une co-construction, d'une part, une volonté de la médecine de l'adolescent à Robert Debré, portée par Paul Jacquin, d'accompagner les jeunes en transition, les nombreux jeunes, c'est-à-dire les 3000 jeunes porteurs de maladies chroniques suivis à Robert Debré, en complémentarité évidemment avec les équipes soignantes qui ont aussi des actions de transition quelquefois, et d'autre part, une réflexion déjà amorcée au sein de l'équipe de recherche ESSEV portée par Corinne Alberti sur la question de la transition et du devenir à l'âge adulte des jeunes porteurs de maladies chroniques. Avec le soutien financier du ministère de la Santé et de la Fondation Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, la plateforme de transition Advenir a vu le jour avec une ouverture en mai 2017 et d'emblée ont été instaurées, proposées les consultations de préparation à la transition. On a été d'emblée dans une démarche d'évaluation des pratiques pour coller au mieux aux attentes des usagers, que ce soit les jeunes, les familles, mais aussi les soignants. Et on avait vraiment à cœur de ne pas surcharger les emplois du temps des jeunes qui sont déjà très sollicités par l'hôpital. Et de là est né le projet lui-même Advenir, qui répond à un double objectif. Un objectif clinique de mise en place de ces consultations Advenir, des consultations de pré-transition, et un objectif de recherche avec un volet qui consiste à explorer le vécu de la maladie chronique et de la transition à l'adolescence. Et ça, c'est une approche qualitative dont on va vous présenter les premiers résultats aujourd'hui avec Agnès. Et il y a un deuxième volet qu'on ne va pas développer aujourd'hui, c'est le volet de validation du questionnaire Good2Go, qui est le premier questionnaire en langue française d'aptitude à la transition, qu'on a traduit et validé, et ça dans une approche mixte. Les jeunes qui sont inclus dans notre recherche sont donc à l'adolescence ou en post-adolescence, âgés de 15 à 25 ans, suivis à Robert Debré pour une maladie chronique, avec un transfert qui est prévu dans les 24 mois. Il faut quand même que la question de la transition, elle ne soit pas totalement imminente, mais qu'il y ait déjà une projection de la part au moins de l'équipe soignante pour le jeune. On propose donc des consultations qui durent au moins 1 heure, selon le souhait aussi du jeune, dans un lieu dédié. On va bientôt avoir notre plateforme physique début janvier, mais pour l'instant on les mène à la maison des ados. Donc c'est un lieu qui est à la fois collé à l'hôpital et à la fois symboliquement à l'extérieur de l'hôpital. Donc on est déjà dans une projection vers l'extérieur. Par des médecins d'ado extérieurs au service, donc moi-même, Paul Jacquin, et puis Sophie Guillemin-Crépon et Marion Lestaldi qui nous ont aidés, et formés aux méthodes qualitatives
Et on a fait remplir aussi 2 questionnaires, le questionnaire Good to Go pour la validation et le questionnaire Fardeau de la maladie. Et là, on a construit à chaque fois avec les jeunes des plans personnalisés de transition. Moi, je t'envoie du son. Ces consultations, elles sont enregistrées et la trame de consultation contient en fait une forme de guide d'entretien semi-directif, un peu en filigrane. C'est-à-dire qu'on fait une consultation classique de médecine de l'adolescence en ajoutant toutes les questions relatives à la transition et suite à des échanges avec Agnès, moi, je peux rien faire de plus, son je regard t'envoie du son. de chercheur SHS, on a ajouté des éléments propres aux entretiens semi-directifs. On aborde le présent, la maladie chronique elle-même, comment ça se passe en pratique, qui fait quoi dans le quotidien, son impact sur les relations avec les autres, la famille, la fratrie, les copains, les copines. Ensuite, on aborde le passé, on fait l'anamnèse de l'histoire médicale, l'idée de savoir un peu d'où vient le jeune, d'où est-ce qu'il part, avec quels éléments de son histoire il peut composer le futur dont on parle à la fin de la consultation, c'est-à-dire la transition de soins, mais aussi les projets de vie professionnelle, projets de vie familiale. Il y a aussi un examen clinique assez succinct qu'on fait au moment juste avant d'aborder la question de la transition, qui est un examen clinique qui permet donc aux jeunes de poser ces questions, notamment par exemple l'examen des parties génitales, qui est quelquefois demandé clairement par les jeunes dans une volonté de réassurance et qui n'est pas forcément fait en pratique courante par les pédiatres parce que c'est pas proposé, c'est pas forcément l'objet d'une consultation quand on est greffé hépatique par exemple. Et puis ça permet aussi d'avoir accès au corps et de voir quel est le comportement du jeune avec son corps, avec le rapport à ses cicatrices, sa croissance, toute son image. Et puis du coup voilà, les données font l'objet d'une analyse qualitative qui est vraiment croisée entre nous cliniciens, Agnès qui est sociologue, une psychologue et des chercheurs en santé publique. On a rencontré 26 jeunes et on a pu faire l'analyse pour l'instant de 20 entretiens puisqu'on vient de terminer les analyses avec un âge médian d'environ 18 ans, 14-23 ans, c'est assez large comme tranche d'âge. La moitié viennent seuls, l'autre moitié accompagnée le plus souvent par la mère, ça c'est quelque chose qui est décrit par ailleurs, et l'investissement de la mère et l'âge au diagnostic. Donc la plupart du temps c'est des jeunes qui sont porteurs de leur maladie depuis la naissance ou la toute petite enfance, dans 4 cas sur 5. On a essayé de classifier un peu grossièrement les maladies chroniques pour que vous puissiez un peu identifier, avoir une idée de cette population. Il y a d'abord les maladies évolutives, atteintes multiviscérales qui atteignent plusieurs organes avec des limitations fonctionnelles, un poids de la fatigue qui est très important, sur lesquels on reviendra. Il y a comme deuxième groupe les maladies ou les handicaps qui sont stabilisés, surtout les handicaps digestifs, donc avec une situation qui n'est pas évolutive, mais avec le plus souvent des dispositifs médicaux pour ingérer ou éliminer les aliments. On pense notamment aux cathéters centraux qui sont très lourds à manipuler et qui ont un grand impact sur la qualité de vie. Les maladies conditionnées à une observance thérapeutique très stricte, avec une imminence de dérapage de l'état de santé en cas d'inobservance, et puis un cas un petit peu particulier de la mucoviscidose avec des traitements lourds, et puis une espérance de vie qui est encore limitée à l'heure actuelle. Néanmoins, la plupart vivent des limitations, notamment pour la natation ou d'autres sports, des régimes alimentaires qui sont quelquefois très stricts, et puis une suspension du pronostic à l'observance thérapeutique. Quand on démarre la consultation, la première chose qu'on fait avec les jeunes, c'est qu'on leur demande de présenter leur maladie. Alors ils sont un peu décontenancés parce que la plupart du temps, ils ne le font pas. Et on voit qu'en fait, peu de jeunes énoncent leur pathologie du premier coup. Ça, c'est assez éloquent. Soit parce qu'ils supposent que l'interlocuteur sait, ils ont tellement l'habitude de voir des gens qui les connaissent par cœur que ça leur paraît incongru, soit parce que c'est un exercice nouveau. Je pense à ce jeune qui m'a dit non, je ne t'aurais pas expliqué, en l'occurrence le diabète, et qui a su ensuite expliquer très précisément tout son diabète en le nommant finalement au bout de quelques minutes, soit parce qu'ils ne comprennent pas leur maladie. Quand je dis syndrome néphrotique, je ne vois pas le rapport avec les reins, alors que néphro, c'est la racine de rein.
L'habitude de ne pas nommer, il y a des jeunes qui sciemment ne nomment pas la maladie, notamment cette jeune qui avait la mucoviscidose qui dit je veux pas que les gens disent oh elle va mourir quand ils me voient. Donc ils trouvent des espèces de périphrases pour en parler. Soit parce qu'il y a des vraies difficultés de représentation de la maladie, et ça c'est très marquant pour les jeunes qui ont des maladies assez complexes, notamment des maladies syndromiques, c'est-à-dire qui atteignent plusieurs organes. Et finalement, ça nous a interrogé sur qu'est-ce que la maladie chronique en fait pour eux. Est-ce que c'est le syndrome? Est-ce que c'est l'atteinte des organes qui est contenue dans le syndrome? Est-ce que ce sont les dispositifs de soins, que ce soit les dispositifs thérapeutiques ou les dispositifs d'examen complémentaires? Et c'est vrai que quelquefois, on brouille un peu les pistes. Par exemple, cette jeune qui avait des diarrhées chroniques depuis la naissance, on lui fait une radio de la main pour la croissance. Du coup, c'est un peu compliqué de se représenter les choses quand on n'explique pas vraiment le sens des examens complémentaires. Les mots utilisés, la plupart du temps, c'est un problème de mon organe, mon rein, mon pancréas ne fonctionne pas bien. Il y a beaucoup d'images aussi sur la physiopathologie qui sont utilisées. Ça permet de comprendre ce que le jeune comprend. Pour les maladies inflammatoires, on a beaucoup de choses autour du feu, du chaud, du froid et de l'imminence d'une inflammation, comme un feu avec les médicaments, ça s'éteint. Une maladie qui peut se réveiller à tout moment. On voit qu'il y a une tonalité anxieuse en fait de cette terminologie. Pour les maladies auto-immunes, on a des expressions de l'auto-agressivité du corps contre soi-même. Mes lymphocytes B sont contre moi. Ça, c'est des aspects qu'on voudrait creuser un peu avec Agnès et les autres. Et puis, pour les diarrhées chroniques, il y en a plusieurs qui commencent par dire, non pas j'avais des diarrhées quand j'étais petit, mais je ne mange pas. En fait, voilà, on commence par une des conséquences en fait, des diarrhées. Et il y en a d'autres qui se définissent selon le pronostic. Par exemple, c'est une maladie comme une autre, c'est moins pire que le cancer. On est dans une espèce de relativisme. Et puis là, ce jeune qui avait la mucoviscidose, qui ensuite a un diabète, donc il y a une complication de la mucoviscidose, et qui dit moi, j'ai pas un diabète ouf. Et finalement, alors qu'on sait qu'un diabète, c'est quand même très impactant sur le quotidien. Voilà, donc. Oui, il faut que je me penche. Voilà, donc ce que je vais vous présenter par la suite, c'est vraiment le résultat de cette analyse croisée. Donc on a fait des analyses individuellement et puis on a croisé ces résultats, et donc je vous livre un peu la synthèse de ces réflexions. Ces résultats-là, cette synthèse va s'organiser autour du vécu de la maladie et du vécu de la transition. Et donc ce qui nous intéressait, c'était de savoir quelle était la place de la maladie dans l'identité de ces jeunes. Est-ce qu'ils se vivaient comme malades? Si oui ou non, à quel moment ils le vivaient ainsi? La première chose qui, forcément, en tant que sociologue, m'a surpris, c'est l'importance du rapport à la norme sociale pour se définir ou définir la maladie, et ça t'avait aussi également d'ailleurs frappé. Le point de comparaison, il opère par horizontalité, on va dire, avec les autres jeunes qui ne sont pas malades, par verticalité avec les autres malades, mais aussi une définition d'une norme autocentrée par rapport à soi-même. Et il apparaît que ces représentations de la maladie s'organisent autour de deux pôles. Le premier, celui de la normalité, de l'intégration, avec des jeunes qui se sentent normaux, ou en tout cas pas malades, ou par moment seulement. Et de l'autre côté, un pôle plutôt qui définit la maladie comme un fardeau, ou en tout cas où ces jeunes expriment un besoin de mise à distance de la maladie. Donc sur cette question de la normalité de l'intégration, en fait majoritairement donc 2/3 des jeunes qui expriment cette normalité, ce vécu assez banal de la maladie, hormis donc quelques contextes particuliers, bien sûr à l'hôpital ça ramène à la maladie, et puis aussi au moment de la prise des traitements. Donc ce qu'on entend dans ces discours, au moment des consultations, c'est ces jeunes disent voilà, la maladie je l'ai acceptée, je fais avec, et puis les traitements, je suis habituée, ça ne me dérange pas. Y compris donc, pour des jeunes qui ont des traitements très très lourds, notamment donc, par exemple Edouard qui a 19 ans, qui a des séances de kinésithérapeute 5 fois par semaine, des aérosols quotidiens pour pallier les symptômes de la mucoviscidose, et qui, entre autres, a dit avoir renoncé au métier qu'il souhaitait faire, donc en l'occurrence gendarme, à cause de sa maladie. Il dit, voilà, les traitements, finalement, ça ne me gêne pas plus que ça, et la maladie, quand je ne suis pas à l'hôpital, j'arrive à l'oublier. De la même façon, en parallèle, un jeune du même âge, la même maladie, qui lui est carrément, qui même vient d'arrêter un BTS en raison des complications pulmonaires de la maladie. Et quand le médecin lui dit, est-ce que tu as le sentiment que la maladie rend les choses plus dures ou au contraire plus faciles, voilà, ce jeune répond non, en fait c'est normal, quoi.
Et de la même façon, Ronan, plus jeune, qui a 15 ans, qui a une poche pour l'évacuation des selles qui doit être changée quotidiennement, plusieurs fois par jour. Il se dit en forme physiquement et moralement, il n'a jamais de moment de ras-le-bol. Donc cette comparaison à la norme, elle se fait de manière horizontale ou verticale, mais aussi de manière interne, c'est-à-dire qu'on se compare à un avant, ou en tout cas il y a justement cette impossibilité à se comparer à un avant pour tous les jeunes qui sont entre guillemets nés avec la maladie. C'est le cas de Nolwenn qui a donc 19 ans, qui est atteinte d'une mucoviscidose. Et quand le médecin lui dit est-ce que tu as le sentiment que les choses sont plus dures ou au contraire sont plus dures, la jeune fille répond je vois pas vraiment de différence. Comme j'ai jamais vécu pas malade, je sais pas, je vois pas la différence en fait. Et de la même façon, une autre jeune fille qui a 18 ans, qui a un syndrome néphrotique depuis l'enfance, qui dit quand elle se voit dans le miroir, elle ne se sent pas malade. Et puis un peu plus loin, elle dit j'ai grandi avec ça en fait. J'ai pas de souvenir de comment c'est arrivé, j'ai même pas de souvenir de comment mes parents ont réagi ou quoi que ce soit. J'ai vraiment aucun souvenir et du coup, en ce moment, comme j'ai pas trop de médicaments à prendre, en soi, à part aller à l'hôpital, à la maison, j'y pense pas tellement. Et elle opère un peu plus loin une comparaison aux autres malades et elle dit pour elle, c'est pas une maladie où on a mal. Et puis elle parle d'autres patientes qui ont dû passer par la dialyse et la greffe et elle dit finalement, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai ma famille à côté de moi, je me dis j'ai pas de quoi être malheureuse, j'ai ma maladie certes, mais j'ai pas de quoi être malheureuse. Donc cet autre, ce pôle, donc je disais, c'est des 2 tiers des jeunes qui renvoient ce sentiment de normalité. De l'autre côté, moins d'1 tiers, vraiment quelques personnes seulement, évoquent la maladie comme un fardeau. C'est le cas d'Ibtissem, qui a 16 ans, qui a un diabète de type 1 et qui évoque un ras-le-bol au moment de la consultation. J'en ai marre, si je ne pouvais plus me piquer, je ne me piquerais plus. Le diabète, maintenant, ça va faire 10 ans dans l'année prochaine, au mois d'octobre, il y a l'anniversaire. C'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras la casquette. Et ce qu'on remarque, c'est que ce sont donc plutôt des jeunes filles qui évoquent ce fardeau, des jeunes filles qui ont un traitement ou des symptômes qui impactent le quotidien, qui ont de la fatigue, qui ont des douleurs, mais aussi, surtout, peut-être de manière plus intéressante, des jeunes filles qui ont été diagnostiquées à l'adolescence et qui en plus ont connu un moment d'errance diagnostique, c'est-à-dire qu'elles ont connu des moments de douleur, de souffrance, et sans que soit posé un nom, sans que soit proposé un traitement. Et ce sont en plus de surcroît des jeunes filles qui sont dans des familles monoparentales, recomposées, qui sont parfois immigrées de la première génération, donc qui ont fait l'expérience de la migration aussi avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Donc sur le vécu de la transition vers les services pour adultes, de la même façon, la question c'était de savoir quelles étaient les perceptions de la transition. Il y avait des questions sur comment tu te représentes les services pour adultes, etc. Et on voit dans ces consultations, dans les discours des jeunes, qu'il y a là encore un petit peu de pôle, avec une transition qui est vécue soit comme banale, attendue, voire même souhaitée, et de l'autre côté, une transition plutôt vécue comme inéluctable, abstraite et ou même inquiétante. Et ce thème est beaucoup plus clivant que le premier, puisqu'il oppose globalement la moitié de l'échantillon à l'autre. Donc cette transition, elle est vécue comme banale ou attendue, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière importante. C'est chez des jeunes qui n'ont pas de lien affectif pour les services de pédiatrie. Soit, par exemple, comme Juliette, qui en fait a une maladie de Crohn, qui dit moi je m'en fiche un peu, et puis qui se sent prête à faire la transition. Puis elle dit moi j'y vais 2 fois par an à l'hôpital, ne plus voir les pédiatres, quitter la pédiatrie, ça c'est pas un problème. D'autres, d'ailleurs comme Juliette, ou des jeunes pour qui la transition est vécue comme une possibilité de s'affranchir finalement de ses parents. Et donc Juliette, par exemple, elle vit seule avec sa mère. On sent au détour de la consultation qu'il y a une relation mère-fille un peu difficile et qu'elle a envie de prendre son envol. D'ailleurs, elle parle de partir à l'étranger. Et elle dit justement, je pense que des transitions, je vais en avoir plusieurs. Et c'est vraiment un moyen de se libérer du joug parental, quelque part, cette transition. Et cette transition, elle est encore vécue de manière banale ou attendue par des jeunes qui pensent que la pédiatrie ne répond plus à leurs besoins. C'est le cas par exemple de Nolwenn encore, qui a eu en fait des problèmes gynécologiques qui n'ont pas été détectés par les pédiatres et qui voit qu'en fait elle va
qu'elle fait face à un service, ou en tout cas à un système qui peut-être n'est plus en mesure de répondre complètement à ses besoins. Et donc elle dit, voilà, je suis contente de partir, il faut partir. Donc finalement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le sentiment d'être prêt, ces jeunes qui disent ouais, je suis prêt, dépend plus du vécu de la transition et du rapport au médecin en fait que de l'autonomie vis-à-vis de la maladie et de ses traitements, qui est objectivé par ailleurs par le questionnaire Go2Go dont Hélène a parlé. Voilà, la transition enfin est vécue comme abstraite ou inquiétante. C'est par exemple beaucoup de jeunes qui disent je ne sais pas, j'imagine pas comment c'est. Alors bien sûr des jeunes qui sont plus jeunes, qui ont 14 ou 15 ans, qui ont été peu préparés en amont par les équipes référentes, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, d'autres sont beaucoup plus préparés. Et puis on sent quand même chez ces jeunes justement qui vivent la transition comme abstraite un attachement au pédiatre et ou à l'institution. Caroline par exemple qui a 17 ans, qui dit ça fait 17 ans que je connais Robert Debré, je viens ici et après changer d'hôpital ça va faire trop bizarre avec des gens que je connais pas, les docteurs que je connais pas, etc. Et donc quand le médecin lui dit voilà comment est-ce que vous voyez les services pour adultes, elle dit j'imagine pas. C'est vraiment typique à chaque fois de ce que disent ces jeunes dans ce cadre-là. De l'autre côté, il y a un attachement à l'institution aussi qui a mis fin donc, à une errance médicale avant le diagnostic. Ce sont justement pour ces 3 jeunes donc, qui vivent la maladie comme un fardeau, eh bien, elles vivent la transition aussi comme quelque chose d'inquiétant et d'abstrait. Donc, par exemple, Kensia, qui est traitée pour une maladie de Crohn, qui dit moi, je pensais qu'on resterait là toute la vie et qui a une vision assez négative en fait, des hôpitaux pour adultes. Et donc, voilà, on voit que ce vécu de la transition n'est pas forcément en lien avec la nature de la pathologie, notamment le fait que ce soit évolutif ou pas, mais aussi, et fortement, pour certains, en lien avec le vécu de la maladie. Alors, rapidement, peut-être qu'est-ce que nous amènent ces données en termes de réflexion. Bien sûr, il y a tout un pan de la littérature qui montre depuis bientôt 40 ans que les maladies chroniques ont amener un changement profond dans la façon de voir la maladie, le malade, qui est une personne qui est ni malade ni en bonne santé. Beaucoup de travaux ont été menés sur la maladie chronique chez l'adulte et ont montré, notamment les travaux de Jenny Piret, sur les personnes porteurs du VIH, cette revendication de normalité. Et il faut, après tout, pas s'étonner de cette revendication de normalité qui est encore plus importante chez les adolescents et jeunes adultes, à un âge où le besoin de conformité à la norme est prépondérant. Finalement aussi, on peut voir ce sentiment de normalité comme une forme, un effort de maintien du sens de l'ordinaire aussi, comme stratégie de préservation de soi dans un monde social où la norme est la bonne santé. Et d'ailleurs, c'est au travers de cette norme de la bonne santé que nous, en tout cas personnes qui n'ont pas connu cette maladie enfant, observons, analysons ces entretiens. Et cette question de l'avant-après, elle est vraiment, elle est vraiment prépondérante. Pourquoi ? Parce que c'est la question de la bonne santé, de la représentation de la bonne santé, elle est un non-sens vraiment chez ces jeunes qui n'ont pas connu cet avant. Et ce qui a mené, par exemple, Simon Williams, lorsqu'il a travaillé donc, avec des jeunes qui avaient une mucoviscidose, sur l'idée qu'il s'agissait plus d'une continuité biographique en référence au concept de Michael Burry sur la rupture biographique que représente la maladie chronique à l'âge adulte. Voilà, au-delà de la singularité aussi des expériences, je pense que ces données commencent à montrer un intérêt, surtout sur l'intrication entre contextes cliniques et sociaux qu'il va falloir creuser et approfondir sur le reste des données. Alors, vous l'avez peut-être compris, c'est un dispositif de recueil un peu spécial, un peu hybride. Ce sont des consultations enregistrées dans lesquelles on a rajouté des questions sur le vécu de la maladie, de la transition. Donc ça a des limites. Les limites, c'est le temps contraint, c'est un temps de consultation, c'est un contexte, déjà c'est un contexte clinique quand même, et un contexte clinique très diversifié, vous l'avez vu, avec des pathologies très différentes. Et comme on est dans une consultation, il y a un besoin de recueil d'informations. Donc il y avait des questions ouvertes sur le vécu, mais il y a aussi beaucoup de questions fermées, et on le sait, c'est une dynamique qui n'est pas forcément, qui ne permet pas l'ouverture du discours. Et puis forcément, il y a une distance sociale, d'âge, de genre, la profession médicale aussi. Mais ça a aussi des apports, et Hélène en parlera juste après.
Peut-être, voilà, en un mot, ce qui aussi ressortait, c'est que cette consultation de pré-transition, c'est vraiment très très nouveau, c'est expérimental, c'est financé sur des fonds non pérennes. Donc ça permet une adaptation aux attentes des usagers. Mais voilà, il y a une période de rodage, aussi bien pour les médecins adresseurs. Et donc cette file active, elle est très dépendante des services qui, dans l'hôpital, veulent bien adresser leurs patients. Et ce qui implique une certaine structuration aussi, une vision qui est dépendante un peu des pathologies, des services qui envoient leurs patients dans cette consultation de pré-transition. Voilà, il y a quand même chez les cliniciens une suspicion, le fait que peut-être les autres médecins n'ont pas voulu envoyer leurs patients justement à cause de ce dispositif encore plus expérimental du fait de la recherche, de l'enregistrement des consultations, qui a peut-être dont a peut-être pâti la recherche. Cette recherche, elle a eu un enseignement pratique important pour nous cliniciens, notamment pour les jeunes. On voit que c'est une expérience complètement inédite en fait, de mettre en mots sa maladie et son vécu, le fonctionnement quotidien avec la maladie, et de rencontrer seul un soignant en consultation, un soignant qu'on ne connaît pas, alors que pour un adulte malade chronique, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Donc ça a une valeur d'entraînement en fait, pour les jeunes qui est assez importante quand on voit la difficulté avec laquelle ils se prêtent à l'exercice. Et il y a la pertinence du questionnaire Good to Go qui avait été souligné dans la littérature, mais ces questionnaires, même si l'approche quantitative, elle peut avoir ses limites, elle permet quand même d'objectiver et du coup de suivre aussi l'autonomie avec des scores. Et puis ça permet de dire de manière factuelle, comme un support de discussion aux jeunes, quels sont les points sur lesquels il peut y avoir un travail avec lui. Et puis on a aussi vu dans cette recherche qu'il y avait des aspects qui étaient peu abordés en pratique courante en pédiatrie. La fatigue, on se disait, nous dans nos études de pédiatrie et de médecine avant, jamais entendu parler de la fatigue chronique d'un enfant ou même d'un jeune adulte. Le poids des examens complémentaires, on l'a vu, que ce soit la passation des examens ou de la planification, c'est éloquent. Tous les jeunes s'en plaignent, même des jeunes qui ont des traitements quotidiens extrêmement lourds avec des injections, de la kiné, des traitements oraux. Et bien, quand il s'agit de faire des examens qui sont quelquefois des endoscopies ou des imageries non invasives, même quand c'est tous les 2 ans, c'est quelque chose d'extrêmement dur pour eux. Et ça, c'est pas du tout intuitif en fait pour nos soignants. On se dit qu'il faut essayer d'alléger plutôt les traitements, le quotidien en fait. Ça permet d'aborder les questions d'adolescents, mais ça, nous, pédiatres d'adolescents, on le sait bien, donc vie affective et sexuelle, les relations avec la famille, les pairs, la question des écrans, qui est quand même importante. Et puis il y a les questions sur aborder les représentations sur le devenir et les services d'adultes et de voir à quel point il y en a qui imaginent rien du tout, puis il y en a qui imaginent quelque chose qui est quand même pas très proche de ce qu'on sait être un peu le terrain. Donc c'est l'occasion de rectifier un peu ces représentations. Et puis là, on va en parler brièvement parce qu'on aura peut-être l'occasion de creuser cette thématique, mais cette recherche, elle est l'occasion d'une réflexivité pour le clinicien, qui est assez rare en fait dans notre pratique, qui a ses limites avec l'intrusion du dictaphone. C'est vraiment une mise à nu pour nous soignants d'avoir un enregistrement de nos consultations qui va être lu par nos collègues et nous-mêmes nous lisons les enregistrements des consultations. Donc ça interroge un peu au moment de l'enregistrement sur ce qu'on donne à voir de ce qu'on fait comme médecin, de qui on est en fait comme médecin. Donc ça, il faut être clair en fait avec cette idée qui est quand même très riche, parce que ça permet quand même d'approfondir des points, notamment qui ont mobilisé des affects. Pourquoi on a abordé cette question comme ça, on a insisté sur telle et telle thématique, on a passé sous silence d'autres choses. C'est assez intéressant. Et juste une petite anecdote aussi pour parler justement de cette analyse en fait à froid de certaines choses. C'est qu'on parlait avec Agnès d'une impression que j'avais eue sur la vision par les jeunes de Robert Debré comme une espèce de forteresse, un hôpital qui les aurait sauvés d'une situation qui aurait dérapé dans d'autres hôpitaux et que ça pouvait jouer dans l'attachement qu'ils ont à la structure. Et puis et donc Agnès a regardé les données, me dit non, dans les données il n'y avait pas forcément confirmation de cette impression, et je me disais là qu'on avait vraiment 2 cultures en fait un peu différentes, c'est-à-dire qu'en tant que clinicien on ne fonctionne pas
pas mal par impression quelquefois sur notre pratique. En fait, on dit que la médecine est un art et c'est pas pour rien. On avance un petit peu en fonction de ces impressions, de ces sentiments, des échecs qu'on a pu vivre sur certaines consultations. Et puis, il y a aussi l'objectivité des données qu'il faut aussi regarder et qui permet d'ajuster un peu les choses. Donc, il y a vraiment une grande richesse à croiser nos regards sur les données. Voilà, on a été On va conclure là-dessus. Donc, c'était les premiers résultats. Donc, voilà, si l'analyse porte sur 20 entretiens, c'est qu'en fait, le dernier a été retranscrit il y a 3 semaines. Donc, c'est vraiment à chaud. Et les perspectives, c'est la validation du questionnaire Good to Go au sein de l'équipe. Peut-être aussi, je vais dire un mot sur ce projet plateforme donc, qui du coup va étendre et passer par la réalisation d'entretiens auprès des parents cette fois-ci avec des chercheurs en SHS qui vont rencontrer les parents donc, dans le cadre d'un véritable entretien. Qui sont des acteurs vraiment majeurs, bien sûr. Et puis, on va aussi aller dans un autre hôpital, à Necker, donc ça varie un petit peu les contextes. Et puis, Hélène, tu veux... Oui, évidemment, on a comme perspective d'évaluer l'efficience de notre dispositif de soins qui contient, donc dans cette plateforme, qui contient une proposition de consultation de pré-transition, mais aussi des ateliers pour les jeunes, pour les parents. Et donc, on est en train de travailler sur un protocole qui serait dans une approche mixte, donc quantitative et qualitative, avec une participation des SHS, bien sûr. Et nous remercions beaucoup pour votre attention. Non, merci. Merci, bien sûr.